Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Le Thémascan de cette semaine traitera de la communauté maghrébine en France, si tant est que nous puissions lui donner cette qualification. Et nous demanderons à nos invités. Un vaste sujet qui devra peut-être se décliner en deux parties, nous verrons, où nous parlerons de sa réalité de tous les jours, des conditions très difficiles dans lesquelles elle a été quasiment incarcérée, du rôle de victime expiatoire qu'on lui fait jouer, malgré elle, de la discrimination à l'emploi qu'elle subit, des ghettos en tout genre dans lesquels elle a été confinée, de son incapacité ou des difficultés pour elle de s'organiser face à ce qui la stigmatise collectivement. J'ai le plaisir, pour en parler, de recevoir ici, à ma droite, Aklim Louli, adjoint au maire à Bonneuil-sur-Marne, dans le Val de Marne. C'est bien ça? C'est bien ça. Merci Aklim Louli d'être des nôtres. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. À ma gauche, Mohamed Kaki, que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir sur ce plateau, président de l'association Les Oranges, mais néanmoins dramaturge et comédien. Mohamed Kaki, merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Et Nader Alami, historien et psychosexologue, merci d'être avec nous, Nader. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, mes chers amis, je suis tenté de vous poser une première question. Est-ce que nous pouvons parler de communauté maghrébine en France ? Alors c'est compliqué de parler de communauté maghrébine parce que d'ailleurs c'est déjà il n'y a pas de communauté ou de Grand Maghreb, donc et c'est aussi la réalité de chacun des pays. Après les gens, par contre il y a une communauté française qui a des origines maghrébines, des origines algériennes, marocaines, tunisiennes, et c'est là où il faut qu'on fasse attention parce que en réalité dans le global il faut parler des singularités, mais il ne faut pas que ces singularités se diluent ou vous permettent de trucs. Donc effectivement, il y a une communauté avec des gens d'origine. Alors certains pourraient tenter de l'appeler. D'ailleurs, il y en a même qui voudraient parler de communauté musulmane. C'est des appellations un peu fourre-tout et facilitatrices qui empêchent le débat. En fait, il y a beaucoup de singularités, y compris dans les personnes. La communauté n'est pas entièrement française. Il y a beaucoup d'émigrés, si on peut dire ça comme ça, qui ont gardé leur nationalité d'origine. Tout à fait. D'autres ont la double nationalité, ils sont franco-algériens, alors voilà, c'est ça, je dis, ils sont pas franco-maghrébins, ils sont franco-algériens, franco-tunisiens, franco-marocains. Et puis dans l'imaginaire collectif, on a toujours dit il est de type maghrébin celui-là. Alors le type, ou nord-africain. Le type nord-africain et la communauté maghrébine, c'est deux choses différentes entre un type et truc. Donc effectivement, on a toujours essayé on essaie toujours de classifier les gens. En fait, vous me parlez des Français qui ont des origines, vous parlez de résidents, mais après on va y revenir parce que tout ça se traduit en droit et non pas en bon supplément. Parce qu'à partir du moment où vous êtes résident, vous êtes considéré comme les Français. Oui. Et c'est là où il faut qu'on fasse attention dans nos appellations. Et moi, vous me dites, est-ce qu'il y a une communauté maghrébine? Il y a des solidarités entre les gens, des solidarités de combat, sur des principes, sur des valeurs. Il y a des gens, moi je suis de gauche, je peux m'opposer à des gens de droite. Et dans les gens de droite, par exemple, il y a des gens qui sont d'origine maghrébine ou d'origine de l'Est. Et donc il faut qu'on fasse attention parce que, en fait, les communautés, il y a une communauté de destin qui englobe tout le monde, et dans cette communauté de destin, il y a effectivement des gens, parce qu'on va y venir, qui sont stigmatisés par rapport à leurs origines, leur religion, etc. Mais on ne peut pas parler de communauté maghrébine parce que ça voudrait dire qu'il y aurait d'autres communautés. En France, il n'y a qu'une communauté, la communauté française, avec cette diversité qui la compose et qui la caractérise. La notion de communauté est un fantasme qui est le produit du regard des autres. C'est cela qui nous construit. En réalité, dans les années 70, on nous appelait comment? Les Nordaf. Ou les Nordaf. Les Nordaf. Voilà, les Maghrébins. Et puis aujourd'hui, c'est les musulmans. Donc ça évolue en fonction de la structuration politique, des enjeux politiques, de la violence politique, et qu'au fond, on est condamné à ce que la manière dont on nous regarde. Mais effectivement, il y a un dénominateur commun qui est que nous partageons une langue commune, quoique on peut en discuter, y compris de cette langue, et puis je veux dire, d'un horizon commun par rapport à l'Afrique du Nord.
Mais en réalité, c'est un vrai fantasme pour moi et qui est dans lequel il y a une stigmatisation énorme. C'est-à-dire quand on dit nord-africain, maghrébin, d'autant plus que dans les pays d'origine, il y a chacun tire la ficelle de son côté. Vous pouvez pas dire que la représentation d'un Algérien, d'un Marocain ou d'un Tunisien est différente. Chacun a une structuration psychique par rapport à l'État national, comment il s'est construit. Même si ici, les uns et les autres rencontrent les mêmes contraintes, les mêmes ghettos, le même racisme. Alors, la même stigmatisation. Là, vous touchez quelque chose de très intéressant que les sociologues, en 1920, à l'école de Chicago, ont bien analysé. Vous savez, dans les années 20, il y avait les Italiens. Et donc, les premiers Italiens qui sont arrivés à Chicago ont petit à petit fait leur place. Et ceux qui arrivaient après... eh bien, on les traitait de spaghettis, etc. C'est-à-dire qu'il y avait une différenciation. Et même leurs compatriotes de la première génération. Absolument, c'était les Italiens. Mais c'est le cas ici, entre blédard et beurre. Exactement. Et donc, pourquoi tout ça? Parce que Émile Durkheim, l'inventeur de la sociologie française, l'a bien décrit. Il n'y a de société que d'intérêt. Et quand on oublie cette dimension extrêmement importante, que ça forge après des stratégies individuelles qui sont loin de la dite communauté. Vous donnez quelque chose, une place à quelqu'un, et tout de suite il y court et il oublie sa famille, son frère, son voisin, ceux avec qui il a grandi, etc. Et donc, on va encore plus loin, c'est une structuration qui est liée par rapport à l'histoire coloniale. Comment il y a eu une déflagration dans les pays d'origine entre Kabyles, Chaouis, etc. Rappelons-nous comment l'Algérie a été divisé pour régner. Voilà, le fameux divisé pour régner, qui est toujours à l'œuvre, toujours à l'œuvre. Où quelqu'un va vous dire ah non mais moi attendez, non moi je suis pas. Il va comment dirais-je, se mettre toujours du côté des dominants. D'accord? Et donc, il faut une longue, on en discutait avec Akli tout à l'heure, il faut un long travail sur soi-même, et donc une conscience politique extrêmement importante pour justement s'intégrer dans l'histoire, et ce que j'appelle, moi, les Français héritiers de l'immigration coloniale. 1926, c'est quoi? À Paris, vous avez l'étoile nord-africaine. 1937, à Nanterre, vous avez la création du PPA, le Parti du peuple algérien. 1972, vous avez le MTA, le mouvement des travailleurs arabes. Donc vous avez toute une génération de militants. Quelle année, mouvement des travailleurs 1972. 1972, exactement. Et donc vous avez une structuration comme ça, des tentatives, parce qu'il y a eu des femmes et des hommes qui ont tenté comment dirais-je, dans l'intention de se solidariser, voilà, de fédérer. Se fédérer. Et donc des vrais militants. Et donc la question qui se pose au fond aujourd'hui, que nous reste-t-il de cet héritage? Nous allons en parler. Nader Alami? Ça tombe très bien, cette fin de phrase. Parce que justement, je pense que ça a été une réalité, mais que ça ne l'est plus. C'est-à-dire qu'effectivement, vous savez, quand des gens arrivent dans un pays, eh bien, comme naturellement, il y a une espèce de solidarité qui fait loi, parce que nécessité fait loi. Et donc on se reconnaît, on a les mêmes difficultés, on a peut-être la barrière de la langue, donc on cherche qui nous ressemble dans cette difficulté, justement, et aussi un peu de chaleur humaine, et puis quelqu'un qui parle comme vous et qui a la même culture que vous. Rien de plus... enfin, c'est tout à fait chose naturelle. Sauf que il ne faudrait pas qu'on oublie que le monde a continué, lui, d'évoluer. Et puis, il a même beaucoup évolué. Il a tellement évolué qu'il a davantage évolué sur ces 20 dernières années que sur peut-être des siècles. L'arrivée, évidemment, je ne parlerai même pas de la technologie, mais au moins de l'économie tertiaire qui aujourd'hui fait loi, c'est-à-dire que la quasi-totalité des Français aujourd'hui vivent dans le tertiaire, de l'économie tertiaire, et cela a beaucoup contribué à développer l'individualisme. Et donc on est passé de personnes qui ont besoin d'une communauté,
parce que besoin de solidarité, besoin d'un groupe, besoin de leur famille déjà, à une économie tertiaire où finalement j'ai le sentiment que je m'autosuffis, j'ai mon salaire, j'ai mon bureau, j'ai mon ordinateur, j'ai mon smartphone, etc., etc., etc. Je peux commander, enfin, je parle de la vie quotidienne, je peux commander une pizza, je peux réserver un voyage où bon me semble, etc. Il n'y a que entre moi et ce que je désire, il y a uniquement l'argent, finalement. Et cela a largement plutôt contribué à développer, disais-je, le sentiment individualiste, le besoin de personne, sauf quand quelque chose me tombe sur la tête. Et là, effectivement, je cherche s'il n'y a pas communauté. Mais sinon, dans la réalité des choses, je me pose la question, y a-t-il véritablement aujourd'hui, communauté? Je ne le pense pas, sauf en cas de difficulté. Il y a presque même plus famille. Alors que dire encore de communauté? Il y a déjà peut-être c'est peut-être la fin de la famille. Vous voyez? Je retiens donc qu'il n'y a de communauté que la communauté française, que nécessité fait loi, qu'éventuellement, si tant est que ça puisse se cristalliser quelque part, c'est juste une question de nécessité, mais sinon, l'un dans l'autre, nous allons y revenir, je vais vous laisser... Oui. C'est que, et dans le cas de la légitime défense, nécessité fait loi. Et lorsque des gens faisant partie d'une même communauté qui ont été désignés ainsi par ceux qui les stigmatisent. Ils ne se sont pas érigés en communauté. On les a confinés, on les a ghettoisés en communauté, généralement sous des aspects très négatifs, l'islamiste, terroriste, arabe, nordaf. Si vous permettez, nous allons laisser ça sur la table. Et je reviens à vous dans une petite minute. Nous allons écouter une petite présentation de Chaben parce que j'ai une question à vous poser et puis nous reviendrons sur ce sujet. Il y en a beaucoup de trop. Et pourtant, les Arabes, je suis d'accord avec eux. Dire qu'il n'y a pas de problème, c'est une folie. Ce mouvement s'accélère et il va durer. C'est mon obsession. Il faut dire stop. Selon la définition de l'INSEE, un immigré est une personne née avec une nationalité étrangère et ce, à l'étranger, qui réside aujourd'hui en France. Cela signifie que même si un immigré obtient la nationalité française, il est toujours comptabilisé parmi les immigrés. La population maghrébine est essentiellement composée d'Algériens, de Marocains ou de Tunisiens. En l'absence de chiffres fiables, des cadrages approximatifs permettent une marge d'évaluation sur 3 générations entre 6 à 7 millions de personnes, soit globalement 10% de la population française. D'autres estimations tablent sur une dizaine de millions de personnes. Une partie majoritaire de cette population est de nationalité française et nombreux parmi elles ont conservé leur nationalité d'origine. Cette population évolue dans des conditions très particulières, relativement difficiles. Pour moi, la vie, c'est dur, très dur pour les gens ici qui viennent de son pays natal pour vivre ici, c'est très dur. Hein. Issus de 3 pays anciennement colonisés par la France et dont les premiers migrants avaient été très marginalisés, voire parqués, voire ghettoisés, cette communauté, qui fut pourtant très laborieuse, aux postes les plus pénibles et les plus contraignants, et qui a puissamment contribué aux 30 Glorieuses, a subi et continue de subir un traitement d'exclusion, voire même de racisme latent ou ouvertement assumé, à un point tel qu'elle sert quasiment ouvertement de fonds de commerce électoral pour des tendances politiques diverses et variées et qui ne sont pas seulement d'extrême droite. Cette catégorie sociale connaît un taux de chômage effarant, sans doute le plus élevé de France, en plus de figurer en tête de statistiques dans la population carcérale. L'islamophobie décomplexée n'est pas un reste qui procède d'amalgame ou d'outrancière simplification sous le prétexte de laïcité et de liberté d'expression.
Pourtant, et alors qu'il aurait été tout à fait naturel et légitime que ces populations s'organisent politiquement pour pouvoir peser sur les équilibres électoraux et pouvoir ainsi peser sur les politiques qui les utilisent pour ratisser large, elles restent, ces populations maghrébines ou d'origine maghrébine, parmi celles qui votent le moins, à destination desquelles il n'y a quasiment jamais de consigne de vote parce que non identifiées comme force électorale. Elles ne disposent quasiment pas de représentants affirmés et comptent parmi celles qui ne pèsent rien sur les échiquiers politiques. Gamel Abina vient de nous rejoindre, analyste politique, fondateur du mouvement des droits civiques. Gamel Abina, merci d'être avec nous. Alors, Aklim Ellouli, vous vouliez faire une observation? Parce que vous avez dit que vous retenez qu'il n'y avait qu'une communauté française. Faites attention avec le mot communauté, parce qu'en fait, c'est le périmètre qu'on n'arrive pas à définir. Parce que tout à l'heure, on a parlé de communauté d'intérêt, de communauté. En fait, il y a la communauté française, la communauté européenne, la communauté internationale. Vous voyez bien qu'on est dans un ensemble. C'est ce que je disais. Il faut qu'on fasse attention quand on utilise le mot communauté. Alors, je sais bien pourquoi certains l'utilisent. C'est pour enfermer les gens dans le communauté. La communauté, c'est pas forcément quelque chose de fermé. On l'a dit tout à l'heure. On peut se reconnaître parce qu'on a la même langue, parce qu'on a des origines communes, parce qu'on se rassure, parce qu'on se construit. Mais ouvrir, ça veut dire aller vers aussi de l'avant. On peut être nomade dans une communauté. On dit communauté juive de France sans complexe. Non mais j'ai pas dit qu'il fallait avoir de complexe. Oui. Je dis juste qu'on peut, mais je parlais de tout à l'heure, on disait communauté française, il peut y avoir des périmètres. Oui. Là, ils ont un périmètre, mais après ils sont dans la communauté française, la communauté nationale. On peut décider d'avoir une communauté musulmane. Le problème, c'est que eux, ils sont liés aujourd'hui entre guillemets, la communauté juive est sur un État. Donc, ce qui fait que, par contre, les Maghrébins sont sur plusieurs États. Vous voyez, c'est ce qui rend aussi les choses plus complexes. Je dis pas qu'il ne faut pas utiliser. Je dis juste qu'il faut définir le périmètre. Il y a des Juifs qui ne se considèrent pas comme relevant de l'État d'Israël et qui se considéraient comme communauté juive bien avant la création d'Israël. C'est ce que je dis, bien sûr. On peut se considérer. Je dis pas. Vous êtes en train de me dire. Moi, je vous dis juste qu'il faut définir les périmètres. Oui. Mais après, vous avez des communautés de destin, des communautés d'intérêt. Vous pouvez décliner, quoi. C'est pas quelque chose qui, là où les gens l'utilisent, c'est pour dire communautaire, dire l'enfermement, et c'est de stigmatiser. Ben la communauté, c'est aussi un élément de construction. Quand votre communauté est ouverte vers l'extérieur, le problème, c'est comment on l'utilise. Le problème, c'est comme les concepts. En fonction de qui les utilise et de comment vous les instrumentalisez, vous pouvez leur faire des choses qui sont contraires. C'est là où je voulais en arriver. Je vous en remercie, que ce sera la prochaine question du tour de micro prochain. De cette communauté, pourquoi ne pas adhérer soi-même à la construction d'une communauté choisie pour pouvoir se défendre, pour pouvoir voter, pour pouvoir, à la limite, arrêter d'être le bouc émissaire et la victime expiatoire de gens qui ratissent large de façon électorale. Mais sinon, Gamel Abina, sur ce sujet, communauté, est-ce que nous pouvons dire la communauté maghrébine? Mais bien sûr, on doit le dire, il faut le dire et c'est revendiqué. La problématique qui se pose, c'est de se dire quoi? On peut parler de communautés d'intérêt, c'est vrai de le rappeler, des communautés juives, arméniennes, portugaises, toutes sortes de communautés ne posent aucun problème à partir du moment où ces communautés sont représentées et sont défendues dans leurs intérêts bien compris. La question de l'idée qu'on a fait évoluer le terme de communauté, communautarisme pour dire qu'il y a une intention de s'auto-exclure et de montrer qu'on fait du séparatisme, puisque c'est à la mode actuellement, c'est une façon de montrer du doigt de façon très vicieuse, c'est très raciste comme méthode, mais très vicieuse, ne plus dire l'arabe, on ne dit plus l'arabe, on l'a dit un temps le musulman, c'est l'islamophobie, mais on renvoie à l'idée de communauté comme s'il y avait une intention de la part de ces maghrébins de vouloir s'isoler. En vérité, c'est une construction idéologique qui est très bien amenée de la part de l'extrême droite et de la droite, puis maintenant un peu plus largement tout le monde, de dire que ces gens-là sont différents. Alors, la question de la communauté est une question essentielle. Dans une famille, c'est déjà une communauté familiale. Les communautés d'intérêt, les communautés scolaires, les grandes écoles par exemple sont une communauté en soi. Tout ça c'est des réseaux constitués et logiques puisque les corps qui constituent une nation sont différentes communautés qui la font. Le problème de la France c'est qu'ils ont un artifice qui est assez violent, c'est de dire, et c'est un principe républicain, l'État ne reconnaît qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Une façon de dire, et ça a été fait de façon violente à la Révolution française, qu'il n'y a plus de communauté d'intérêt où séparer les chouans ou autres royalistes, mais il y aura une communauté républicaine qui écrasera sous le boisseau tous ceux qui ont des revendications régionalistes. Donc la fondation de l'État français républicain s'est fait jacobin. Régionaliste ou séparatiste? Régionaliste ou séparatiste, mais c'était pas forcément séparatiste. C'est-à-dire à l'intérieur de la communauté nationale,
Tout à fait. Il y avait ça peut être interprété comme étant du séparatisme. Ça pouvait. On l'a vu avec les Bretons, par exemple, ou les Corses, c'est plus évident. Mais à l'époque, il y avait, par exemple, on a parlé beaucoup des massacres des Vendéens, qui n'étaient pas du tout séparatistes. Hein. C'était juste des gens qui étaient opposés à la République, qui étaient plutôt royalistes. Donc, on a dit que ces gens-là avaient une démarche qui serait séparatiste du principe républicain, et on les a communautarisés. Ça a laissé des traces de 100 ans plus tard. Vous allez en Vendée, je vous garantis, quand vous parlez de la République française, ça se passe pas de façon si facile qu'on imagine. Et il faut penser en termes, quand on dit communauté, c'est une façon de pointer du doigt des gens qui sont différents, et la facilité concernant les Maghrébins, parce que c'est bien des Maghrébins dont il s'agit. On voit bien dans les images que les Maghrébins sont toujours perçus comme des corps étrangers. Eh bien, c'est qu'on les reconnaît physiquement. Il y a des couleurs, il y a des codes, il y a des traditions, une religion. Donc là, on dit, ils se communautarisent. En réalité, on les a exclus, et on prétend qu'ils cultivent cette communauté, alors qu'aucun des Maghrébins n'a d'autre aspiration que d'être intégré, inséré socialement en France. La problématique qui se pose, c'est de savoir pourquoi la France ne veut pas d'eux. Alors, avant de revenir sur ce sujet, à notre tour de micro, j'aimerais avoir votre avis sur ce qu'a dit Chaban tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez fait attention sur cette qualification de l'INSEE du statut d'immigré. Je vous le relis au cas où vous ne l'auriez pas retenu. Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l'intégration, un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. Et plus loin, un individu. Alors écoutez bien, parce que là, moi personnellement, je n'arrive pas à assimiler. Un individu continue à appartenir à la population immigrée, même s'il devient français par acquisition. C'est quand même fort de café. Ça veut dire à bien comprendre. Par exemple, un Italien d'origine, qui est à la 8e ou 9e génération, il continue d'être immigré. Non. Non. Alors, là, on parle de première génération. C'est dans les chiffres les statistiques de l'INSEE, on parle de première génération. En fait, aujourd'hui, il y a 7 millions à peu près d'immigrés en France. Donc 10%, plus 10%, tout confondu, 10% de la population française. Mais dans ces 7 millions, il y a effectivement, par exemple, il y a que 5,2 millions d'immigrés, les autres ont eu la nationalité française. Mais ils sont comptés dans ces 7 millions. Mais on distingue bien dans ces 7 millions les 5,2 millions qui sont encore immigrés, donc le reste, les 1,8 million qui sont effectivement aujourd'hui de nationalité française. Donc voilà, c'est juste. Alors après, combien de générations faut-il là après, les autres sont français, les autres ils sont dans le truc français. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en plus en France, là c'est les statistiques par rapport à l'immigration. Les statistiques sur les générations dont vous parlez, c'est interdit en France. En France, les statistiques ethniques sont interdites. Donc vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, on parle de 7 millions d'immigrés, par exemple aujourd'hui, nous on pense qu'aujourd'hui il y aurait 5 à 7 millions, y compris de franco-algériens. Tout à l'heure on parlait, parce qu'on parlait des Maghrébins, mais en fait il y a aussi le passé colonial avec l'Algérie qui a du mal à passer. On l'avait avec la loi du 23 février 2005, où carrément l'Algérie était ciblée, et dans les discours des gens, quand ils parlent des Maghrébins, c'est l'Algérie, on le voit bien avec tous ces fachos, et d'autres d'ailleurs, et il y a une stigmatisation forte mise dessus, le passé colonial qui a du mal à passer, c'est le gardien qui passe pas. Donc il faut qu'on fasse nous-mêmes attention dans ce qu'on dit pour pas induire en erreur ceux qui nous écoutent. Il y a effectivement aujourd'hui, il y a plus de personnes, mais c'est ceux de la première génération qui continuent à être considérés, d'ailleurs, c'est les chiffres de 2021, 7 millions, donc qui continuent à avoir 1,8 million qui sont dedans, mais les enfants de ceux qui ont été naturalisés, qui continuent à être dans les chiffres, ces enfants-là ne seront plus dans ces statistiques-là concernant les immigrés. Comment peut-on dire de tels chiffres et les avancer alors que les statistiques ethniques sont censées être... Là, c'est pas des chiffres ethniques, là. Là, c'est pas quand on dit il y a 4 millions d'Algériens, 3 millions de Marocains... Ça, ils le savent, ils essayent de faire avec ceux qui sont, comment dirais-je, répertoriés dans les consulats. Oui. Donc ça, ils peuvent le faire. Je parle des statistiques ethniques. Il y a des statistiques qui existent. Mais elles doivent être manipulées avec, effectivement, les règles informatiques et tout ça. Mais il y en a qui le font dans le cadre des recherches, l'INSEE, etc. Mais les statistiques ethniques, c'est-à-dire sur l'origine des gens, etc., n'existent pas. Là, c'est des gens qui rentrent sur le territoire. On sait qu'il y a 7 millions de gens qui ne sont pas d'ACT, et dont 1,8, elles existent, oui. Elles existent, mais elles ne sont pas publiées. L'INET fait ce travail-là, mais la parole est publiée. Voilà, d'accord. C'est surveillé avec Patrick Simon qui le fait. Mais elles sont interdites de publication. Donc quand les gens sur les plateaux, et je le dis parce que c'est important, du Front National, etc., citent des statistiques, ils ne peuvent pas les avoir, c'est illégal. Donc il faut quand même le dire. Mais oui, allez-y. Toutes ce qu'on vient de dire là, ça dépend de quoi? Ça dépend de représentation, encore une fois, et de rapport de force. Parce que derrière les chiffres,
derrière ceux qui fabriquent les chiffres, y compris même les chercheurs, ils ont aussi une idéologie derrière ça, et ils fabriquent. Pas croire qu'il y a une espèce de comme ça scientificité de trucs, les chiffres. Non, pas du tout. On sait très bien que tout ça, c'est travaillé, et qu'il y a des femmes et des hommes, des politistes, tout ce qu'on voudra, et qui travaillent là-dessus. Et là, la question de fond qui est pour nous, c'est que faire et quel est le rapport de force. Moi, ce que j'observe sur la question de la communauté, puisqu'on est parti de la communauté, bien que, encore une fois, la définition, elle est difficile, et puis la question aussi, est-ce que c'est une communauté organisée, ou une communauté, je dirais, comme ça, latente, Pour moi, ce que j'observe, et je l'ai écrit dans ma pièce de théâtre, notamment... Vous allez nous en parler tout à l'heure. Absolument. Par exemple, le 5 octobre 1961, que s'est-il passé ? Comment se fait-il que des Algériens se sont regroupés massivement, 40 000 personnes se sont regroupées pour dire non au couvre-feu discriminatoire, contre Maurice Papon. Eh bien, là, il y a eu une affectation collective, c'est-à-dire que les gens ont été affectés collectivement. Il y a eu une consigne aussi. Et il y a eu une consigne politique. Mais la consigne, ça marche pas. Oui. C'est une atteinte au droit. La consigne, non, je suis désolé, la consigne ne marche que parce que les gens sont affectés. Parce qu'ils adhèrent. Parce qu'ils adhèrent, parce que psychiquement, ils intègrent une hagara collective. La hagara collective, et d'ailleurs, je vais y revenir aussi, cette hagara collective, elle a impacté tout le monde. Et du coup, là, il y a eu une communauté qui, entre guillemets, qui s'est structurée autour de cette hagara. Donc la discrimination. Récemment, Azdine Taibi, maire de Stein, a été victime d'une attaque violente, mais d'une attaque violente. C'est une attaque. Ils sont venus, des fascistes sont venus dans sa mairie en insultant. C'est le maire. Oui, le maire. Il est d'origine maghrébine. D'origine algérienne. Azdine Taibi, maire de Stein. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une affectation générale des Français héritiers de l'immigration coloniale, mais pas que. Et du coup, eh bien, un certain nombre de gens ont été manifestés leur solidarité collective devant la mairie pour Azdine Taibi. Alors que les médias n'en parlaient quasiment pas, etc. Récemment, pas plus tard qu'avant-hier, vous savez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Oui. Hein, c'était hier, pardon. Nous avons là une attaque en règle dans l'hémicycle de la République. Qu'il retourne en Afrique. Donc, qu'il retourne en Afrique. Donc, voilà, une invocation fasciste, donc clairement d'extrême droite, qui a été complexée, etc. Et donc, à chaque fois, en fait, nous nous retrouvons dans des regroupements de circonstances. Et la question de fond, c'est comment on passe de la circonstance à la permanence du combat. Vous nous y amenez, Mohamed Kaki. Pourquoi accepter de se laisser enfermer dans une vision communautaire, mais dans le mauvais sens? Ça veut dire c'est un peu comme si on nous mettait dans un coin et qu'on nous demandait de ne pas broncher. Et pourquoi ne pas adhérer à un choix communautaire positif, qui ne soit pas séparatiste, mais qui soit porteur, qui puisse laisser émerger des représentants, qui puissent parler en notre nom, nous défendre, nous organiser, nous structurer, avoir une feuille de route. Pourquoi ne pas... Pourquoi cette communauté qui est tellement stigmatisée, tellement montrée du doigt, sur laquelle on se défoule, sur laquelle on fait voter, pourquoi elle ne s'organiserait pas? Et je vous demanderai de faire un tour de micro assez rapide. Écoutez, vous connaissez le Rubik's Cube, oui. Hein, c'est à tous les coups tu perds. Et donc le problème, c'est que c'est ce que disait notre ami Mouloud Aounit, le regretté. Je discutais avec une femme, il dit voilà, quand 3 Arabes se rassemblent, on dit c'est du communautarisme autour d'un thé. Et quand 15 200 Bretons se rassemblent, on dit c'est du culturel. Donc, si vous voulez, à chaque fois,
c'est toujours un processus de reproduction de cette stigmatisation. Donc en réalité... Il n'y aurait pas des relents colonialistes, absolument, racistes, absolument, oui. absolument. Mais moi ce que j'observe, et c'était un peu la discussion qu'on a eue avec les collègues tout à l'heure, c'est que globalement, la dite communauté maghrébine, globalement, elle s'insère je dirais de manière individuelle dans les partis politiques, dans les syndicats, et que au fond ils font le jeu de la République. Mais la République, certains, pas la République parce que ce serait une insulte à la République, ceux qui instrumentalisent la République, c'est-à-dire des partisans, eh bien eux ne veulent pas de cette intégration individuelle au sens libéral du terme. Très bien. Nader? Oui, mais c'est puisque là finalement en fait on parle politique aussi. Et éminemment c'est éminemment politique. C'est éminemment politique, oui. Évidemment. Et en fait, ce qui compte c'est pas la vérité. Ce qui compte c'est ce que l'on croit. La croyance est plus forte que la vérité. À chaque coup, quand des gens sont persuadés qu'il y a grand remplacement, allez leur rapporter tous les chiffres que vous voudrez, ceux de l'INSEE ou d'autres organismes. Pour lui, il sort de chez lui, il y a grand remplacement. C'est pas la peine de... Enfin, on ne parle pas à des gens qui passent leur temps à lire, à s'informer, qui sont ouverts d'esprit, etc. On parle à des gens du commun et qui ont leurs difficultés, leur quotidien à eux, etc., etc. Et qui ont besoin de croire en certaines choses pour continuer justement leur quotidien. Ce qui m'inquiète en fait, moi, c'est quand des gens issus eux-mêmes de culture maghrébine eux-mêmes, ou qui ont des parents d'origine maghrébine eux-mêmes, croient à ces choses-là. Et même font la promotion de ces choses-là. Pas forcément par le verbe ou pas forcément à la télévision. Peut-être que c'est un créneau porteur. Non, mais même dans leur façon de vivre, dans leur vie de tous les jours, oui. Ils essaient, tant bien que mal, de montrer qu'ils ne font pas partie, justement, de cette communauté. Nous allons parler tout à l'heure de cette notion d'intégration et d'assimilation. Nous allons y arriver. Mais sinon, sur ce communautarisme, ou cette volonté d'être dans une communauté, dans un sens positif, pour se faire protéger, pour avoir droit à la dignité, avoir droit à la parole publique, pouvoir faire élire les siens dans un sens toujours positif, non pas discriminatoire. Pourquoi ne pourrions-nous pas y arriver? Pourquoi ces gens qui sont issus de cette communauté à plus forte raison qu'ils sont stigmatisés? Mais là, vous soulevez des vraies questions. Le problème, c'est que c'est sur la réponse à apporter. Il n'y a pas d'uniformité. Vous pouvez pas, même dans toutes les communautés, même les Bretons qui se battaient, les Vendéens, il n'y a pas d'uniformité. Il y a des gens qui ont des valeurs. Évidemment. Moi, je ne suis pas sûr, il y a les néolibéraux. On n'a peut-être pas le même projet de société. La question, c'est l'unité. L'unité, elle n'est pas obligée de se faire qu'avec des Maghrébins ou qu'avec. On a aussi le panafricanisme. On a aussi des gens qui sont humanistes. Donc la question, c'est est-ce que l'atteinte à la dignité, est-ce que c'est porteur? C'est comment on fait unité? Il n'y a pas besoin d'avoir que des Maghrébins. L'unité doit se faire. Il faut élargir le maximum de gens. Et quand vous allez vous faire élire, vous n'allez pas vous faire élire que par des gens qui sont d'origine. Vous êtes sur un territoire, il y a des gens. Vous devez parler à tout le monde. Oui, mais c'est une force électorale. J'y viens. Non, mais c'est une réelle force. Le problème aujourd'hui, pour que ce soit une réelle force électorale, il faut que les gens aillent voter. Voilà. Et ça, c'est le vrai sujet qu'on a. Vous parlez d'unité, c'est les gens qui votent. Ensuite, il faut que tout ce qui nous touche à la dignité, tout ce qui nous bafoue, moi, je le dis, Mohamed a pris l'exemple d'Azil, mais on va prendre aussi l'exemple de Félix Milongo qui a été insulté à l'Assemblée nationale. Moi, ce qui m'a choqué le plus dans tout ça, c'est pas que le Front National qu'on connaît soit raciste. Ce qui m'a choqué, c'est la réaction de l'Assemblée nationale, qui a mis du temps à réagir. C'est la réaction des médias qui dit, mais est-ce qu'il disait il parlait de qui au retournement? Ils ont tenu voilà, le singulier, alors que on banalise le racisme. En fait, il y a une loi, dans les deux cas, c'est un délit, ça tombe sur la loi de 72. Il y a une loi de 72. Donc effectivement, aujourd'hui, on doit se mobiliser. Le disait, notre ami aussi, le dit aussi, à un moment donné, je crois qu'il faut qu'on fasse attention, non pas non plus de se disqualifier ou d'apparaître justement des gens comme des gens qui ne défendons que nos intérêts. La question de l'intérêt, il y a trois niveaux dans l'intérêt dans une société. Il y a l'intérêt individuel, c'est ce que disait tout à l'heure, les choses. Il y a l'intérêt collectif, c'est-à-dire de groupe, ce qu'on dit, avec les musulmans de ça, qui sont stigmatisés. Et il y a l'intérêt général. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas le faire dans le désordre. D'abord, ce qu'il faut défendre, c'est l'intérêt général.
Parce que c'est ça qui nous garantit le système. Ensuite, vous pouvez défendre vos intérêts collectifs, et seulement après, vous pouvez défendre votre intérêt individuel. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on a sauté une case. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Beaucoup de gens sont dans une compréhension globale de la communauté nationale, ou du moins de la communauté d'accueil, pour ceux qui ne sont pas français. Ensuite, ils passent directement à l'individuel, mais la communauté de destin. Voilà, c'est ça. Et nous allons parler. Non, mais on en parle. On est obligé de raisonner le comité de destin. En fait, on a même au-delà, on a une vision. On est aujourd'hui dans un choc des mondes. C'est-à-dire qu'en réalité aujourd'hui, c'est même plus. Et on parlait tout à l'heure. Je peux te dire, il y a aussi des gens de gauche et des gens de droite. Il y a des gens qui ont des points sociaux. On peut pas. Il faut. Attendez. Sinon, on arrête les principes. Donc on est ensemble. Même si je suis pas d'accord avec vous, je suis pas sûr que tous les 5, on pourrait monter un parti ou monter l'association ensemble, puisqu'on a peut-être des avis divergents. Absolument. Et c'est ce qui fait la richesse, justement. Moi, d'une démocratie, c'est quoi? C'est la richesse. Le problème aujourd'hui, c'est le droit. Non, mais pour un SMIC, j'allais dire, pour un SMIC sociétal, politique, mais on est d'accord un SMIC sur les droits, mais on est d'accord sur les droits, contre la stigmatisation. Le meilleur moyen, dans une démocratie, le meilleur moyen de se défendre, c'est le droit. Parce que sans droit, il n'y a pas de démocratie. Oui. C'est le droit qui doit nous être garanti. Et on doit se battre pour nos droits. Et qu'on soit maghrébin, africain ou autre, on doit se battre pour la dignité humaine. Ça, c'est un vrai combat. Et donc, c'est comment on fait unité et comment on peut fédérer les gens. Mais aujourd'hui, nous, le problème qu'on a aussi, il faut le dire entre nous. Moi, je l'ai entendu, et tout le monde ici peut pas dire le contraire. Et c'est déplorable, mais je vais pas voter pour lui parce que, en fait, il y a aussi, nous aussi, on a le complexe du colonisé. On peut pas penser que quelqu'un pourrait faire pour nous. Ah, mais s'il le fait, c'est qu'il a un intérêt. Et donc, on est aussi dans la confusion. Il faut sortir de cette confusion coloniale dans nos esprits. Alors, nous allons écouter une présentation de Chaaban, puis je poserai la question à Gamal, puis à Nader. On ne balance pas gratuitement de telles affirmations péremptoires, on ne peut plus discriminatoires. C'est toujours parce que cela rapporte quand il faut ratisser large, surtout quand c'est sur le dos très large d'une communauté qui sert en même temps de repoussoir et de fonds de commerce électoral. Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Ces violences. On ne balance pas ce genre d'affirmation pour le seul plaisir de chatouiller les petits égos, ballonnés de fausses certitudes de tous les aigris de France et de cette Europe qui se réveille avec la gueule de bois après une si longue cuite existentielle. Ce n'est pas seulement de la démagogie de bas quartier destinée à des électeurs qui se cherchent des boucs émissaires pour se défouler de leur mal-vie, de leurs difficultés au quotidien, qui se cherchent plus bas que soi pour se rassurer. Pire encore, ce genre de déclaration est devenu la marque de fabrique de politiciens de plus en plus nombreux dont le penchant maladif est devenu une nature politique. Une telle affirmation, dans la bouche de politiciens de plus en plus nombreux, de plus en plus décomplexés, est désormais une profession de foi, une déclaration d'existence, une bandérille fichée sur le dos de la bête. Un fonds de commerce très rentable est tellement facile pour des opportunistes politiques qui jouent sur du velours dont les voilures gonflent au vent porteur. Parce que leur cible, leur victime expiatoire fait vendre, ou plutôt parce qu'elle fait voter dans le sens du vent. À plus forte raison que ces populations ne sont pas représentées, qu'elles ne sont pas une force électorale. Alors, Gamal, puis Nader, et puis Mohamed, mais nous allons serrer un peu la problématique pour pouvoir avancer un petit peu. Nous parlons d'une communauté. C'est 3 pays seulement, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, qui cumulent à eux 3, du moins les gens qui sont originaires de cette communauté, même s'ils sont français, le taux de chômage le plus élevé de France. C'est en même temps la population qui figure en tête de liste dans les statistiques carcérales. La population qui est en prison est globalement issue de ces 3 pays. Et à côté, je ne parle pas de la stigmatisation terroriste, islamiste, arabe, de délinquance, de la malvie. C'est des gens qui sont ghettoisés, y compris dans l'habitat, au point où beaucoup de gens aujourd'hui en termes d'emploi préfèrent changer de nom, de patronyme, comme le recommande si bien Zemmour. Pourquoi cette communauté, si tant est qu'elle c'était une communauté, ne parvient-elle pas à trouver des voies et moyens
de se défendre, de s'organiser, de se structurer, d'aller voter. Je ne sais pas, je suis en train de jeter comme ça des choses. Alors, Gamal. Il y a plusieurs éléments d'abord, j'ai entendu dans le documentaire tout à l'heure, 2 éléments importants. Premier élément qui est faux malheureusement, la communauté africaine, j'élargis la voilure, ou maghrébine n'est pas surreprésentée dans les prisons. Ça, c'est Zemmour qui a vendu ce mensonge. Cet homme n'est pas très intelligent. Il a parlé 80%. Lui, hein. Non, mais c'est lui qui en a fait la plus grosse promotion. Il a donné un chiffre. 80% des gens qui sont en prison viennent du Maghreb. C'est faux. 76% des gens qui sont en prison sont européens. Au niveau national. Après, au niveau local, dans quelques prisons très particulières qu'on connaît, dans les zones de banlieue, en règle générale. Parce qu'on les regroupe pour des questions pour les questions géographiques, pour la famille, quoi. Et pour des questions aussi de gérer, parce oui, qu'on ne veut pas aimer les jeunes gens, parce qu'il y a des problèmes. Donc c'est plutôt de la souplesse de travail que le fait des immigrés. Hein. C'est une question géographique. En Corse, il n'y a pas de Maghrébins dans les prisons, c'est très bien. Dans l'ouest de la France, il n'y en a pas. C'est logique. Mais le vrai chiffre national, j'ai mis tout le monde à vérifier, c'est 76% d'Européens pour à peu près 24% de Maghrébins et d'Africains. Donc ça, c'est mais Gamal, si vous prenez 76% d'Européens, sur 15 ou 20 pays, les tranches pour chaque pays deviennent minoritaires. Par contre, si vous prenez 30% ou 25% de population maghrébine qui ne comporte que 3 pays, ça on fait population majoritaire. C'est 24%, mais en vérité, je précise quand même que ces 24% viennent à 100% des cités. Donc la production de la délinquance est une fabrication sociale, non pas ethnique. Quoi qu'il en soit, elle est surreprésentée. Alors, elle est surreprésentée au niveau national parce qu'on est à 2,5 fois de ce qu'on devrait être par rapport à la proportion des immigrés, ou perçus comme tel, parce qu'il n'y a pas que les immigrés, qui sont 10%. D'accord. Donc ça, c'est le calcul simple, c'est qu'en termes de représentation, on est 2,5 fois et pas à 80%. Maintenant, dans le documentaire, il y avait une autre chose qui avait été dite, c'est, à l'époque, le discours Front National, c'est les immigrés prennent le travail des Français. C'est pour ça qu'il y avait du chômage. C'est vieux. Ce discours c'est abandonné. 60, 70. Ce discours est abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que le travail occupé par les immigrés, les Européens n'en veulent pas. Le ramassage des ordures, ou autres, taxis, ou bâtiments, tous les métiers difficiles à forte pénibilité. Donc ce discours a évolué vers autre chose. Attention, ces gens-là ont une culture différente. Ils veulent diviser la France, contaminer la France, créer le terrorisme, la délinquance. Alors en 70, il n'y avait pas de délinquance dans les banlieues, parce qu'il n'y avait pas de banlieue quasiment. Il n'y avait que des travailleurs. Et pour autant, la haine de l'Algérien existait parce que la guerre d'Algérie était une perte pour la France. Ils ont perdu l'empire colonial africain à cause de ce fait. Alors maintenant, pour répondre à la question, il faut donner un cadre global pour dire la perception de l'immigration est mauvaise parce que nous sommes tous issus d'une immigration post-coloniale. L'italien, le portugais, l'espagnol ou le polonais étaient mal perçus parce qu'ils étaient des immigrés pauvres, donc de pays faibles au niveau des revenus. Donc on les considérait comme étant, il y avait un racisme social. Nous, c'est un racisme double, social et ethnique. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que ces gens-là qui viennent de pays du Sud, donc des arriérés, en gros c'est l'idée perçue par les racistes, ces gens inférieurs n'ont pas à demander de droits. Et on a acquis les droits en première et deuxième génération que récemment, le droit de vote. Alors maintenant, pour répondre à la question très clairement, on n'a pas de culture de la démocratie puisque nos parents n'avaient pas le droit de vote. Et que dans nos pays respectifs, il n'y a pas de démocratie non plus. Et il n'y a pas de démocratie aujourd'hui, mais au-delà de ça, à l'époque déjà, traditionnellement, on était des sujets, on n'était pas des votants, on n'était pas des citoyens. Donc la citoyenneté, les parents ne la connaissaient pas, ils n'ont pas transmis ces valeurs aux enfants, ce qui est logique, puisqu'ils ne votaient pas. Les enfants, donc, pas cette tradition qu'on observe en France, de familles françaises qui disent vote à gauche, à droite, il y avait des consignes. Ensuite, deuxième aspect, c'est comment se fait-il qu'on ne soit pas organisé en termes de communauté? Parce que d'abord, le mot était confisqué par l'extrême droite pour dire ils veulent se communautariser. Un mot qu'ils ont fabriqué de toutes pièces, très journalistique, très mignon, mais faux. Et ils se disent que si ces gens osent s'organiser en termes de communauté où ils se ressemblent socialement et physiquement, ils deviennent des agents étrangers. Donc c'est le séparatisme. Du séparatisme. On l'a vu avec Mauroy en 82. On l'a vu avec Mauroy, ça a commencé en 82. Mauroy avait dit quoi? Il y avait des grèves dans les usines à Renault-Flin, c'est les mots-là qui les instrumentalisent. Voilà comment il a commencé à faire croire qu'il y avait une question, la monarchie. C'était pour les lieux de prière. Tout à fait. Non, mais pas seulement les lieux de prière, les grèves, tout ça. Tout à fait. Je ne sais pas que chez les sunnistes, il n'y a pas de mots-là, il y a des imams. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Ça, à l'époque, on était dans les années 80, ils ne savaient même pas ce que c'est que l'islam. Ils ne savaient même pas que les Iraniens n'étaient pas arabes, donc ça donne une idée. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment se fait-il qu'on n'y arrive pas? Il y a des tentatives qui ont eu lieu, il ne faut pas l'oublier. On prend par exemple l'exemple d'Azdin Taibi, il a été essentiellement élu par les enfants de l'immigration, parce que pour une fois, et c'est là que le bas blesse, pour une fois, un Maghrébin a donné le sentiment qu'il était compétent. Et nous, on ne s'aime pas entre nous.
C'est ça qui fait qu'on vote pas pour nous. On est ultra individualiste, en plus on s'aime pas. Dès qu'un Maghrébin veut une place, il veut gratter la place, c'est un profiteur. Quand c'est un Européen, on lui fait confiance, alors qu'il est pas Et nous allons arriver à un point très important qui est celui de l'émergence des élites maghrébines. Sur les prisons, si tu permets, peut-être que Gamel va rebondir aussi là-dessus. Il y a quand même un élément, il faut quand même savoir aussi que, d'abord, les gens dont il parle, les 24%, c'est souvent des petites peines. Et souvent, il y a une discrimination aussi devant la justice. C'est-à-dire que quand vous êtes d'origine maghrébine ou des quartiers populaires ou des trucs, vous avez 2 fois ou 3 fois plus de chances d'être condamné qu'un autre. Donc il y a aussi, effectivement, aujourd'hui, ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Parce que il y a beaucoup de petites peines et il y a beaucoup de gamins parce qu'on se dit, ils seront mieux là. Que chez eux. Il y a aussi quelque part un impensé qui fait que l'éducation dans les familles se ferait pas et tout. Là, on parlait des parents. Nos parents. Le contraire. Voilà, non, mais attendez. Qu'on les relâche tous. Ça, s'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Après, si ce que dit l'extrême droite est parole d'évangile, moi je veux dire, mais ils assument. Juste une chose pour l'extrême droite. T'as parlé de nos parents. Nos parents, faut quand même savoir que même s'ils n'avaient pas la culture du tout ça, ils avaient quand même la culture du respect, de la dignité, et qui nous ont enseigné. Et c'est vrai que les premières générations ont quand même transmis des valeurs. Nos parents, c'est les véritables héros. Et c'est vrai que eux, ils ont fait tous les sacrifices pour leurs enfants, pour que leurs enfants aient des droits. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit se battre pour nos droits. Pour donner un exemple très concret par rapport au jugement, juste un instant, c'est important. L'extrême droite, très court. L'extrême droite prétend que les juges seraient rouges. Non, les juges ne sont pas rouges, ils sont à droite. Il y a très peu de juges rouges, ça n'existe pas, c'est un mythe. Dire un mot sur les prisons. Zemmour, c'est vraiment quelqu'un qui c'est un idéologue, c'est pas quelqu'un qui cherche à savoir quelle est la réalité des choses. Or, la réalité des choses, quant aux prisons, elle est la suivante, et là, il n'y a pas besoin de faire de longues études pour ça. Ceux qui sont en prison, dans tous les pays du monde, sont les mêmes, en fait. Ce sont les jeunes hommes pauvres. Vous trouverez partout, vous irez, vous trouverez partout vous allez en Russie actuellement. Vous allez aux États-Unis, vous allez en Islande. C'est très vrai, hein. Vous trouverez, c'est pour ça que je vous dis, ils sont condamnés vous trouverez majoritairement, 3 fois plus que les autres. tout simplement, majoritairement. C'est pas les enfants des riches qui sont moins souvent en prison. Alors que c'est des riches qui devraient y être. Ça dépend de ce qu'ils commettent. Ce sont ceux qui commettent des délits. Mais ils ont des bracelets. Certains ont des bracelets plutôt que d'aller en prison. Vous avez rarement des gens, généralement, mais vraiment partout, dans tous les pays du monde, en Algérie, au Maroc, au Zimbabwe, vous trouverez. Il ne sort rien de bon de la misère. Tout à fait. Rien de nouveau. Sauf que, voilà, Zemmour, ça l'intéresse plus en tant qu'idéologue de stigmatiser une population parce que ça fait ses intérêts, mais enfin, croit celui qui veut y croire. Encore une fois, on revient à la croyance. La croyance est plus forte que la vérité. Et ceux qui veulent croire à cela, vous pouvez leur dire ce que je viens de vous dire. Ça ne changera rien. On mobilise l'émotion plutôt que la raison. Si vous permettez, moi je retiens 3 choses très importantes. Vous interrompre les uns les autres. Je retiens. Oui, absolument. Je retiens 3 choses importantes. La première chose, c'est que on parlait tout à l'heure de la question de la loi, qu'en fait, il faut se mobiliser pour la loi, etc., et que la loi est pour tous, etc. On voit bien que, et notre ami vient de le dire, c'est d'abord la croyance qui fait que les gens, en fonction de leur niveau, ils croient, ils regardent la télé, et ils croient à ce qu'ils voient, et à un certain nombre de choses, et ils sont influencés par ça. Et puis il y a une deuxième chose très importante, c'est la hiérarchie des crédibilités. Qu'est-ce que la hiérarchie des crédibilités? Devant un juge, devant quelqu'un qui fait la loi, vous avez deux personnes qui vont se présenter, et la perception qu'aura le juge de la crédibilité de la personne qui est devant, la personne sera condamnée de manière différente en fonction donc il va y avoir une injustice par rapport à ça. Attends, ça très important ce que tu dis là, ça je rebondis complètement là-dessus. J'ai déjà été souvent au tribunal, perçu comme étant le plaignant, c'était moi. Le type m'a parlé comme si c'était un voyou, après il s'est rendu compte. 2 questions que posent les juges. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, quels sont vos revenus? Ça permet de dire si le type en plus il est bronzé et qu'il ne travaille pas, il est forcément plus délinquant que les autres. Tout à fait. Et donc, ils ne sont pas tentés de lui dire pourquoi vous êtes bronzé. Mais, excusez-moi, c'est très important de revenir aux fondamentaux. La hiérarchie des crédibilités, c'est qu'un pauvre n'a aucune crédibilité devant un juge, etc. Un maghrébin, quelqu'un de couleur, il n'a aucune chance, et on l'a vu à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Vous avez un représentant du peuple qui est
insulté et il y a eu une hésitation. Faut-il le défendre ou pas? Et donc, il y a eu une période de flottement. Oui, vous avez vu, on a tout suivi. On a tout suivi. Et il y a eu un flottement, et puis finalement, ah non, ça se fait pas. Quand même, la République ne peut pas faire ça dans l'enceinte de la République. Et après, donc, il y a eu une manif, etc., etc. On connaît la suite. Donc, je pense que le flottement est aussi dû au fait qu'il y ait une surprise, un choc. Oui. Personne n'attend ça à l'Assemblée aussi. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai. Mais quand même, on sait que il y a eu une hésitation là-dessus. Donc ça, c'est premier point. La hiérarchie des crédibilités, c'est quelque chose d'important, et c'est valable quand on se retrouve en prison, c'est valable pour chercher un emploi, pour un logement, etc., etc. C'est des axes fondamentaux, ça. La deuxième chose, il y a un grand sociologue. Il ne faudrait pas l'oublier. Il faut lui rendre hommage. Abdelmalek Sayad, pour lequel j'ai une grande affection et j'ai milité pour qu'il ait une rue et un groupe scolaire qui s'appelle Abdelmalek Sayad, 30 ans de lutte, et j'en suis fier, à Nanterre. Il y a eu le groupe scolaire, mais avant il y avait le collège, c'est qui? Oui, mais non, c'est surtout le groupe scolaire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit, cet homme? Il a dit: exister, c'est exister politiquement. Oui. C'est le titre d'un article de fond. Ça veut dire que, si vous voulez, 1, pas de misérabilisme. 2, arrêtons de nous lamenter sur notre sort. 3, la seule chose qui compte, et ça m'amène à un deuxième auteur très important, qui était l'ami de Abdelmalek Sayad, qui s'appelle Pierre Bourdieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Les logiques ne valent et n'agissent que parce qu'on les laisse agir. Il n'y a pas de fatalité dans la vie. Je veux dire qu'il y a des gens qui veulent détruire d'autres gens. Et puis, on a de deux choses l'une. Soit on se dit, bon, aujourd'hui c'est pas mon affaire, lui il est marocain, c'est pas mon affaire. Lui il est algérien, hop, c'est pas mon affaire, moi je suis tunisien, etc. Et donc, ou africain, ou sénégalais, etc. Donc la question, c'est que nous sommes des êtres humains. Et face à l'injustice, la hagara, il faut qu'on se réunisse et qu'on combatte l'injustice et justement pour invoquer le droit, justement, et que le droit devienne réalité. Ce que vous dites si bien, que vous avez pris de M. Sayad, exister, c'est exister politiquement. Ça veut dire c'est s'organiser. Oui, c'est se constituer en bloc pour pouvoir imposer des vues et d'autres, pour pouvoir désigner ses propres représentants, même si à l'intérieur du bloc il y a des dogmes, des idéologies différentes, mais il y a un SMIG des besoins, des droits. Et d'ailleurs, j'aimerais que nous fassions un tour de micro sur ce que je vais vous demander de nous expliquer. Pourquoi cette communauté, qui se chiffre en millions, qui est là peut-être aujourd'hui à la 4e génération, peut-être même plus, continue de ne pas avoir de boulot. C'est la communauté où il y a le plus de chômage, d'être stigmatisé, d'être désigné, montré du doigt. Pourquoi ne trouve-t-elle pas le moyen d'aspirer et de revendiquer ce dont elle a droit, tout simplement? Les choses avancent. Je crois qu'il faut aussi... Comment elles avancent? On ne voit pas. Elles avancent. Le niveau, il y a quelques années, c'était pas évident qu'on se retrouve dans ce plateau avec une convergence, comme le disait Akli. Il n'est pas sûr qu'on soit tous du même bain politique, mais néanmoins, on a un dénominateur commun qui est notre dénominateur commun. Donc aujourd'hui, les choses avancent. Mais quand Abdelmalek Sayad dit exister, c'est exister politiquement, ça veut dire quoi? C'est la question de la conscience politique. C'est la question de la chose politique. Il faut problématiser, il faut rendre politique ce qui nous est commun comme une injustice commune. Et donc, Frantz Fanon disait, il faut faire le problème des autres, notre problème. Frantz Fanon, l'anti-algérien, quand même, qui s'est sacrifié, qui a été en Algérie, qui était psychiatre en Algérie à Blida, il n'était pas maghrébin. Mais pourquoi il a épousé la cause? Parce qu'il a dit, voilà, vous fabriquez de l'aliénation. Il n'y a pas de fous à Blida. C'est vous qui fabriquez les fous. C'est le colonialisme qui fabrique les fous. C'est la domination. C'est la hagra qui fabrique ça. Et donc, il s'est élevé contre tout. Il devait être ministre, ce monsieur. Il a refusé d'être ministre. Il était le plus brillant de sa génération.
philosophes, écrivains, psychiatres, etc. Donc moi, mes frères et mes sœurs peuvent être... Sa fille vit toujours à Alger en ce moment. Absolument. Et Bruno, son fils Olivier, Olivier travaille à l'ambassade d'Algérie en France. Absolument. D'accord. Son fils Olivier. Mais donc, on peut, tout à l'heure, je parlais de besoin et de nécessité. Aujourd'hui, on peut tout à fait vivre sans faire de politique et sans même s'intéresser à la politique. Vous pensez? Mais évidemment, la plupart. Mais c'est vous êtes en train de dire l'inverse de exactement, ce que dit Mohamed. exactement. Lui parle de la nécessité de prendre conscience, de susciter une conscience politique, et vous êtes en train de dire l'inverse. Mais justement, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que du fait qu'on peut tout à fait vivre sans faire de politique, sans même s'y intéresser, de manière concrète. Vivre, eh bien, ça ne... je suis désolé, quelqu'un qui travaille... Exister. Pour lui, ça lui suffit. D'accord, ça suffit d'ailleurs à la plupart des gens. Ça suffit à la plupart des gens. La preuve, ils ne vont pas voter. La preuve, ils ne se déplacent même pas lorsqu'il y a des élections. Pourquoi la communauté maghrébine, moi je l'appelle comme ça même si elle n'existe pas encore, même si elle ne s'est pas cristallisée, pourquoi elle ne vote pas? Il n'y a pas que la communauté qui vote pas. C'est le premier parti de France. C'est le premier parti de France. Surtout les jeunes et tout, surtout les jeunes. Les jeunes. Oui. Et là, Mélenchon a réussi un tour de force de faire voter les jeunes. Pourquoi? Parce qu'il leur a donné un projet. Non. C'est parce qu'ils ont eu peur d'une certaine, d'un parti politique. Et là, on est dans la nécessité. Ils ont eu peur de. Je pense qu'ils ont eu peur. Attends, juste Mélenchon a parlé. Je finis. Sur le premier tour. Non, mais juste un truc pour le vote Mélenchon. Là, la peur, c'est assez après. Je crois que les gens ont compris, parce que Mélenchon a défendu l'égalité des droits, il a défendu des choses qui a parlé aux gens. Non mais tu peux ne pas être d'accord, je te juste moi le truc. Et après, il faut quand même qu'on se dise une chose, parce que là, c'est important quand même de remettre les choses. C'est-à-dire qu'en fait, il a pris à revers tous les gens qui stigmatisent. On parlait tout à l'heure pourquoi on défend le SMIC commun, c'est-à-dire qu'on a le droit d'exister, on a le droit de vivre, on n'est pas dans le compte. Et donc après, je parle pas de la suite, je parle du premier tour, l'adhésion des jeunes. Moi j'ai vu dans ma ville, moi je suis élu, donc moi j'ai vu des jeunes, je finis, moi j'ai vu des jeunes venir se mobiliser, venir voter en masse que j'avais jamais vu, y compris nous qui nous connaissaient. Et je finis, je crois qu'à un moment donné, ça il faut le dire, faut pas l'oublier, donc il y a une capacité, de mouvement de faire mouvement, ce qu'on fait pas. Et l'autre élément, tu as raison de le dire, le but aujourd'hui de l'extrême droite et de ces néolibéraux, c'est dépolitiser la vie politique, de faire perdre la conscience pour que justement les gens pensent qu'ils peuvent vivre sans politique, mais pendant ce temps-là, ils s'occupent d'eux. Petit déficit en temps d'intervention, puis Yamen, puis... En fait, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que j'y crois pas. Non, mais je sais que je suis pas d'accord. C'est que je pense moi que ces jeunes qui ne votaient pas, ces gens qui ne votaient pas, sont venus au vote par la peur, parce qu'ils ont eu peur du vote Zemmour et du vote de ce discours qui s'extrémise. C'est un vote de légitime défense. Et là, on est dans le besoin et la nécessité. Et d'ailleurs, c'est les mêmes que tu ne voyais pas auparavant. Et là, il y a quelque chose qui cristallise. Nixon le disait, on vote par peur, pas par amour. Quand on a peur, on se déplace. Quand on a peur, on se déplace. Quand on a peur, on fait l'effort. Quand tout va bien. D'ailleurs, l'extrême droite... Quand tout va bien, quand je consomme comme je veux. Quand mon but à moi, c'est d'être influenceur. L'extrême droite, elle agite des épouvantails pour faire peur. L'extrême droite, elle agite des épouvantails pour faire peur. Et ça marche. Oui. Ça marchait aussi de l'autre côté. En fait, Zemmour, et je finis là-dessus, a créé le vote de la communauté. Il a inventé une communauté maghrébine. Moi, j'ai envie de dire simplement que là, je suis pas vraiment d'accord avec toi, mon ami. La peur a guidé l'élection du premier au second tour. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur et un rejet de Zemmour, qui était un épouvantail évident, c'était le lièvre de l'extrême droite. Il y a évidemment Le Pen, qui est parti très fort alors qu'elle est extrêmement médiocre. On l'a bien vu au second tour dans le débat, elle n'a absolument pas de niveau. Et il y a eu surtout Macron, on l'oublie, c'est quand même quelqu'un qui pendant 5 ans, il y a eu 2 années d'accalmie par rapport à l'islamophobie et les problèmes de l'immigration, et après ils ont mis le paquet, ils sont pas allés à moitié. Donc ils ont voté par adhésion à Mélenchon et par peur de ce qu'on leur fasse. La plupart des Maghrébins qui ont voté Mélenchon. Oui, massivement, mais moi je reprocherais une chose à Mélenchon, et là je vais parler d'un sujet, je vais un peu prêcher pour ma paroisse. On voit le 93 quand même, Mélenchon s'est moqué de nous. Où étaient les Maghrébins dans le 93 sur les candidats qui présentaient? Il y avait une femme noire, pas un seul Maghrébin. Ça, c'est une femme élue aussi. Fatia, elle est élue. Il y a Fatia. Ça fait 2, oui, effectivement, tu as raison. J'ai oublié.
Donc, encore, c'est les femmes. Donc, ça passe mieux. C'est-à-dire que la perception de l'homme maghrébin passe pas. Et j'ai envie de dire un truc, l'année prochaine. L'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur, oui, ça, c'est toujours pas. L'homme, c'est l'ennemi intérieur. L'année prochaine, on va, alors j'en parle maintenant, c'est la première fois que j'en parle, et je tiens à ce que vous adhériez à cette démarche. On va, parce qu'on a inauguré la statue, j'en ai parlé la semaine dernière, la fameuse statue qui a été faite à la Courneuve de l'artiste, c'est un ami, Rachid Koraïchi, qui est une statue, une stèle, enfin littéralement une statue, une œuvre d'art qu'il a fait pour les massacres du 17 octobre, donc les martyrs qui ont permis la négociation des accords d'Évian. Eh bien, l'année prochaine, on va être sur les 40 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme. Je veux, et je vous le demande ici maintenant, c'est une adhésion directe, je vous demande, et aux téléspectateurs de l'entendre. Pour l'égalité qui est parti, je me rappelle, de Lyon. Vénitieux. Oui, absolument. Marseille, Vénitieux. Et il y avait le fameux curé de Vénitieux. C'est lui, voilà. Le Christian Delorme. Christian Delorme. Que j'ai vu il y a 4 jours. Oui. Et donc j'ai proposé de travailler avec nous sur ce projet-là. C'est un projet dans lequel on va écarter les voleurs, ceux qui nous ont manipulés. Tous ces rigolos qui ont sorti la main jaune pour nous faire croire qu'ils étaient antiracistes. Vous avez du recul. Oui, mais c'est intéressant parce que ce qui est intéressant, c'est de se dire que la conscience qu'on n'avait pas à l'époque, parce que en vérité, il y a quasiment peu de Maghrébins. Je ne parle pas de l'arrivée de la marche, je parle d'après, tout ce qui est passé, où ils ont récupéré, où Mitterrand a récupéré. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir répondre à ça et de rétablir la marche, juste pour l'égalité contre le racisme. Si on est en mesure de faire ce mouvement de mobilisation, de conscientisation massive, ça va peut-être enfin changer la donne. C'était la marche des beurs, je crois. Non, la marche pour l'égalité. La marche des beurs, c'est un produit différent. C'est un produit différent. Je voudrais dire une chose très importante. 83. Et par rapport, notamment pour rebondir sur la question de la marche, il y a un enjeu très important, c'est la transmission. La transmission de l'expertise de vie, de nos vies, et donc dans une histoire longue qui part de la marche pour l'égalité des droits et bien avant même, et donc cette question de transmission. Et donc c'est ce que je tente de faire dans ma pièce de théâtre, et je pense qu'il y a un deuxième aspect très important pour que les choses marchent. Comment ça marche ? Il faut qu'il y ait des processus d'identification collective de gens intègres, honnêtes, et qui, sur le terrain, on sait ce qu'ils ont fait, qui se sont pas enrichis, qui ont passé leur vie dans le sacrifice, etc., etc. Et c'est à chaque fois qu'il y a eu ces processus-là, ça a marché. Ça a marché, dis-lui, on fait confiance à ce gars-là, ou à cette fille-là, parce que c'est ça. Et donc, je souscris tout à fait à ce que disait Gamal tout à l'heure, c'est que c'est ça qui nous manque, et peut-être que l'occasion des 40 ans de la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme, à laquelle on a participé, personnellement, j'ai fait partie des collectifs de l'Île-de-France à l'époque où on recevait la marche. Il y avait de vrais débats, c'était vraiment très très intéressant. Donc il faut revenir à ça, au processus d'identification collective, et donc peut-être que c'est comment susciter une prise de conscience politique qui puisse aller dans ce que vous êtes en train de dire. Justement, par le travail, et c'est pour ça que ça ne se fait pas par le discours, ça se fait par le faire. Il faut transpirer, il faut transpirer sur le terrain. Et moi ce que je regrette, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui tchatchent, mais sur le terrain, zéro. Moi, modestement, avec le théâtre, l'écriture, etc., je vais dans les quartiers. C'est un peu l'objectif de votre association. C'est l'objectif. Et c'est pour ça que cette pièce de théâtre s'appelle Hakima. J'aimerais bien que vous nous parliez d'abord de cette pièce, un petit peu, pour qu'on puisse respirer, se sentir au théâtre. Absolument. Eh bien, cette pièce de théâtre s'appelle Hakima, 5 juillet 1962, je me souviens. Qui c'est Hakima? C'est quelqu'un qui a disparu dans les années 50-60 par l'armée française. Justement, c'est ça qui est important, parce que une chose dont on ne parle pas parce qu'on a honte, c'est le kidnapping des jeunes filles. L'armée française n'a pas fait que les razzias de la nourriture des paysans et affamé le peuple algérien. L'armée française a aussi kidnappé des jeunes filles pour les mettre dans des bordels, pour fabriquer, etc. Et c'est quelque chose qui a été terrible dans les villages, etc. Et donc, il s'agit là d'un dialogue entre un grand-père et une petite fille. Et en fait, la petite fille, qui est étudiante à la Sorbonne et qui demande à son grand-père, qui vit à Nanterre, qui a 95 ans, qui lui dit « Dis donc, tu m'as jamais parlé de tout ça. Et maintenant, tu vas me raconter. » Et donc, elle va le forcer à raconter ce récit
ce récit incroyable qui est le 17 octobre 1961, qui est le 5 octobre 1961, qui est justement la disparition des femmes, etc., etc. Mais il y a une chose très importante en pédagogie. Parler du drame, c'est comment transformer le drame en quelque chose de drôle. Il faut rigoler, il faut avoir la joie dans le cœur. Sinon, ils ont gagné les autres en face. Exactement. Et donc, par exemple, je vous cite un truc comme ça, c'est l'histoire d'une femme très méchante que j'ai appelée Martine Bouche d'égout. Et donc, qui a été terrible, qui a fracassé des générations, qui étaient profs. Et donc, par exemple, là, elle sentait le poisson attaqué par le soleil en fin de marché d'Argenteuil. Elle boitait de la hanche droite. Elle aurait pu jouer dans un film, un vétéran américain de retour de la guerre du Vietnam. Voilà. Et donc, c'est des moments de respiration comme ça, des moments de respiration où les jeunes hier à Montreuil, j'étais dans une salle bondée. Il y avait le maire de Montreuil, il était très heureux parce qu'on dialoguait avec les jeunes pendant 2 heures. Et les jeunes, on dit les jeunes des banlieues, etc., ils s'intéressent pas. Tu parles, ils s'intéressent, ils ont posé des questions, ils sont restés pendant 3 heures. La prochaine représentation bientôt. Eh bien, ce sera dans les Ardennes, à Charleville-Mézières. Voilà. Et le 17, dans quelle salle? Et le 17, ça c'est Charleville, mais c'est dans notre. Et ici à Paris et banlieue. Et à Paris, la prochaine, c'est le 17 décembre, donc au Théâtre des Fêtes à Nanterre, 2 rue des Anciennes Mairies, et vous êtes cordialement invités. Et il faudra nous le rappeler pour que nous l'annoncions, pour que nous venions. C'est important. Je veux dire que le théâtre, c'est un des lieux où l'on peut dire des choses que l'on ne peut dire nulle part ailleurs. Tout à fait. Alors, oui, très vite, un tour de micro pour purger tout ça et nous allons passer à une autre. Alors juste sur ce que disait Mohamed Kaki et d'autres, parce qu'on parlait de... Après, on peut pas être d'accord sur des choses, mais il faut quand même se mettre d'accord, c'est qu'en fait, c'est les synergies des luttes. Et il parlait de transmission. En fait, on ne doit pas segmenter. On doit s'appuyer sur les luttes des femmes, surtout parce qu'en fait, c'est l'inverse. C'est les synergies des luttes qu'il faut avoir. Et il faut avoir la transmission. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui n'ont mené aucun combat et qui veulent aujourd'hui donner des leçons. Et c'est important de savoir que quand vous avez mené des combats, vous tenez les éléments. Vous avez le vécu, l'histoire, et le problème qu'on a, c'est la transmission. Est-ce que les gens se rappellent quand même, parce qu'on disait tout à l'heure si ça va avancer ou pas, que dans les années 60, c'est les cafés à l'Est, à Nancy, Metz, tout ça, il y avait marqué interdit aux chiens et aux Arabes. Et qu'est-ce que faisaient nos anciens? Ils rentraient dans le café, ils prenaient un café, ils restaient au comptoir. Pour justement montrer qu'ils bravaient les choses. Ça a l'air de rien, comme Rosa Parks qui se lève dans un bus et qui dit c'est pas interdit et qui rentre. Il faut quand même savoir, il faut arrêter de croire que, parce que il faut un grand... Non, les petites actions aussi montrent ça. Et moi je suis dans cette synergie. Et l'autre élément aussi, il y a un moment donné, il faut que nous, on peut pas dire qu'on est complaisant, etc. Il faut rester dans le droit. Parce que souvent on a l'impression aujourd'hui que quand on est dans une démocratie, c'est le droit qui caractérise. Et il faut qu'on en maîtrise les axes. Parce que c'est important, pas le juridique, je parle du droit. Je prends un exemple. Aujourd'hui on a un débat sur l'immigration. On ne sait pas ce que ça va donner, parce qu'aujourd'hui on est dans les présentations et les préjugés. Mais qui a un débat sur l'immigration? Que effectivement la France veuille régler le problème de main-d'œuvre en France. C'est légitime, c'est un vrai débat. Sauf qu'elle dit on va amener des gens, des hommes qui vont travailler, et s'ils n'ont plus de travail, au bout de 3-4 ans, ils repartent. Sauf que, comment des gens, des politiques peuvent dire ça? Il y a une convention européenne des droits de l'homme c'est un droit d'avoir une vie familiale. Donc ces personnes-là, à partir du moment où elles seront sur le sol français, elles ont le droit d'avoir une vie familiale, c'est-à-dire qu'ils pourront attaquer le gouvernement français à la Cour européenne. Donc comment les gens ne maîtrisent pas, y compris les gens qui sont censés? Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, on annonce des effets d'annonce, on essaie de monter sur les croyances, alors que la réalité va être tout autre. Et c'est justement ce manque de réalité, de vision ou de pédagogie qui crée la dépolitisation politique. On fait de la politique. Puis Moi, je m'intéresse beaucoup à la question du droit parce que c'est essentiel, c'est ce qui fonde la République, la citoyenneté qu'on a donnée. La démocratie. Oui, enfin, avant toute chose, le droit. Pourquoi je parle du droit? Parce que les Juifs, en 1789, ne sont pas citoyens, ont droit à rien. Ils sont perçus comme des corps étrangers. La citoyenneté leur est acquise. Ça ne veut pas dire la francité, c'est pas vrai. C'est la citoyenneté, ce sur quoi je me base. Parce que la perception qu'on peut avoir de nous, ici bronzés, c'est des étrangers. Mais notre citoyenneté n'est pas négociable ni discutée, c'est la Révolution française. Donc la citoyenneté est une chose essentielle. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 aspects dans le droit. Il y a le droit et les devoirs. Droit et devoir. Donc on doit respecter le droit, et nous avons des devoirs. Alors la seule chose pour le respect du droit, c'est respecter la loi. Ça s'arrête là. Par contre, les devoirs sont multiples.
C'est le contraire plutôt. Le devoir, c'est de respecter la loi, et les droits sont multiples. Je vous ai dit une bêtise. Donc, ils sont multiples. On a le droit au logement, on a le droit à la nourriture, à la sécurité. Il y a tout un tas comme ça de panels en matière de droits qui sont obligatoires pour un citoyen de ce pays. Je parle même pas des immigrés. On parle de la citoyenneté qui est discutée. La question de savoir comment, parce qu'on parlait de Darmanin, j'imagine, par rapport à ces fameuses lois où ils sont en train de revoir s'ils peuvent prendre des immigrés, mais qui vont choisir, pour lesquels ils n'auront pas droit à une famille. D'échéance, de nationalité. Tous ces éléments-là. Alors, ce qui est amusant, c'est que accessoires. Il y a tout ça. J'ai travaillé sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai travaillé sur la Seconde Guerre mondiale. Vous allez être choqués. Tous ces éléments de langage qu'on dit maintenant étaient déjà là en 39, 40. Est-ce qu'on peut parler de fascisation? Alors, j'aime pas le terme fasciste parce que le fascisme politiquement, c'est l'Italie. Un glissement peut-être très peu perceptible, mais qui on peut parler de banalisation. Banalisation. Parce que la fascisation, c'est un peu le fascisme est de retour en Italie, on sait depuis 100 ans après la marche de Mussolini. Par le néo-fascisme. Néo-fascisme. J'allais dire par le plébiscite. Oui, mais dans tous les cas de figure, c'est comme Mussolini quand il fait sa marche brune vers le pouvoir de Rome et qui dit au roi, vous me mettez au pouvoir. Le retour du fascisme italien m'inquiète moins, paradoxalement, qu'un fascisme qui serait, alors j'aime pas le terme fasciste parce que c'est très italien, fascisme, hein, c'est les faisceaux, c'est comme ça qu'on les appelait, que le nazisme. Le nazisme, c'est quoi? C'est du fascisme mélangé à des lois raciales, d'exclusion. En Italie, il n'y avait pas de loi raciale avant qu'ils fassent alliance aux Allemands. C'est en 40 qu'elles arrivent. Ils arrivent très tard, la loi raciale. Alors qu'en Allemagne, dès le départ, ils arrivent 33, 34, 35, on fait des lois racistes. Et en France, c'est pas du fascisme qu'on est en train d'observer. C'est bien un néo-nazisme. D'ailleurs, je rappelle que le Front National a été fondé pour partie par les personnes. Quand on dit préférence nationale... C'est du fascisme, c'est du nazisme. C'est pas les fascistes. Chez les Italiens, ils n'avaient pas de problème. Les Juifs, jusqu'en 40, sont Quand on dit le choc des civilisations. C'est du nazisme. Quand M. Guéant disait à l'époque toutes les civilisations ne sont pas égales. C'est du nazisme. Égal. Mais alors, juste pour finir, parce que le nazisme dit une chose essentielle. Nous devons accélérer un peu. Le nazisme dit il y a une race supérieure, les Aryens, et tout le reste inférieur. On est en plein dedans. J'ai trois choses à dire. D'accord. Alors, Nader d'abord. Oui. J'essaie de répartir le temps à peu près. C'est très intéressant et ce que en fait, faut pas oublier quelque chose, c'est que nous avons des gens qui font de la politique. Et pourquoi voudriez-vous qu'ils jouent contre leur propre intérêt? Vous savez, Noriega, cet afrodictateur, disait... Mohamed, on dirait que Mohamed vous a contaminé. Vous avez des gestes d'acteur depuis un petit moment. Non, je suis bien en dessous, je suis bien en dessous. Mais Noriega disait, un homme qui arrive au pouvoir, la première question qui se pose, c'est comment rester au pouvoir. Donc quand on a des gens qui font de la politique, qui vivent de la politique, bien, qu'est-ce qu'ils ont à l'horizon finalement? Comment rester au pouvoir? Faire que le discours que promeut l'extrême droite française, représentée par le Rassemblement national par exemple, eh bien soit si haut qu'ils sont sûrs de les battre et de rester au pouvoir. Donc, nous, ce à quoi nous assistons surtout, tu le disais tout à l'heure, c'est une banalisation du discours. Ça, c'est très intéressant. Ce discours banalisé, on le voit jusque maintenant dans l'hémicycle, est laissé. C'est intéressant qu'il soit laissé. Et il me semble qu'il est laissé parce que il est intéressant pour ceux qui veulent rester au pouvoir en laissant justement l'extrême droite fanfaronner tout le temps, occuper les plateaux, que le discours soit tout le temps sur les immigrés, on leur donne à chaque fois dans le but d'imprégner petit à petit la société. Et puis lorsqu'il y a des élections, alors on fait diversion d'un côté, pendant tout le mandat, on fait diversion, on ne s'occupe pas des vrais problèmes, et lorsqu'il y a les élections, on fait que l'extrême droite monte, et puis on la bat au second tour. Tout va bien. Pourquoi vous voudriez que ça change? Pourquoi vous voudriez qu'ils fassent l'effort de gêner cet équilibre qui, à chaque fois, ils sont, non pas comme tu disais tout à l'heure, ça. Non, c'est là, ils gagnent à tous les coups. Pourquoi? Vous êtes en train de nous dire que le pouvoir en place, si je peux me permettre cette expression, est en train d'utiliser l'extrême droite pour rallier un peu les hésitants, pour faire peur. Oui, mais c'est bien joué, je trouve, politiquement. Ça marche. Moi, je pense que non, mais c'est une excellente transition qui notre ami vient de faire et qui nous pose la question suivante: comment se défendre? Comment défendre nos enfants, l'avenir de nos enfants, et de manière plus générale, comme dirait Michel Foucault, eh bien, défendre la société. Pour moi, il y a trois choses. Parce qu'il faut, à un moment donné, il faut passer par du concret.
c'est d'abord faire l'état des lieux des actions positives que nous avons faites. Parce qu'on a toujours tendance à se dire, nos futurs, ce qui s'est passé jusqu'à présent, il n'y a rien. Non, nos anciens ont fait des choses. Nous avons un héritage. Moi, j'aime pas le mot français issu de l'immigration. Je préfère les héritiers. Français héritiers de l'immigration. Héritier au sens de l'héritage. Donc, il y a un état des lieux sur les choses importantes, sur les avancées. Et tous autour de cette table, nous avons avancé chacun à notre tour dans le travail que nous faisons au quotidien et pendant des années. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'enjeu de la transmission. Vraiment, la transmission et l'augmentation du niveau de conscience politique. Parce que, évidemment, nos adversaires ne nous laisseront pas, c'est normal, ils font de la politique. Leur objectif, c'est de nous éliminer. Clairement, ou de nous laisser en bas, de nous mettre la tête sous l'eau. Pas d'angélisme comme ça. Oui, alors pourquoi on vit des injustices? Ben, tu m'étonnes. Ils veulent le pouvoir, ils tiennent le pouvoir, ils tiennent le manche. Et quand on tient le manche, on n'a pas envie de le lâcher. C'est comme ça, clairement. Troisième point important. Et pour moi, et c'est le dernier, nous n'arriverons à rien si nous n'arrivons pas à créer les conditions de la fraternité entre nous, de l'amitié, du respect. Vous parliez tout à l'heure, et c'est le sujet de notre retrouvaille ici, de votre émission, qui est comment faire société, comment faire communauté. Bien, quelle que soit la communauté, c'est d'abord s'aimer un peu. Et pour s'aimer un peu, il faut se respecter. Il faut avoir de la considération vers l'autre. Et il faut penser que l'autre, peut-être il dit quelque chose. Nous sommes une société profondément traumatisée. Oui. Nous traînons des traumas qui viennent de très loin, d'une si vieille mémoire. Et nous parlions tout à l'heure avec Akli de cette forme d'épigénétique. C'est parce que la souffrance et le trauma ne se transmettent pas, je parle sous le contrôle du psychologue, ne se transmettent pas seulement par la mémoire ou le récit, mais aussi peut-être parfois par la génétique. Ça veut dire quand le trauma n'a pas été soldé, on le transmet à sa descendance. Pardon, mais je ne crois pas à la génétique. Je pense que il y a des faits sociaux et que ce qui est important, le plus important, c'est la parole. La parole, elle est salvatrice. La parole, elle permet de se libérer. Et encore une fois, et de transmettre. Et de transmettre de génération à génération. Je vous le disais, j'étais à Stein avec des jeunes, des classes des lycéens. C'était formidable. Ils sont venus avec leurs profs. 3 classes étaient bondées. Et vous savez quoi? Ils voulaient pas partir. C'est les profs qui regardaient plutôt dire quand est-ce que ça se termine. Et les jeunes n'ont pas voulu. Ils sont restés jusqu'au fond. C'était passionnant. Et donc, hier à Montreuil, c'était pareil. Et à chaque fois que je vais quelque part, qu'on discute avec les jeunes, il y a une soif d'envie d'échange, de connaissances et de transmission. Et voilà pourquoi le théâtre est si important. Tout à fait. Alors que dans nos pays respectifs, malheureusement... Mais le théâtre demande liberté. Oui. Parce que justement, il y a une question que vous ne m'avez pas posée, cher monsieur. Oui. Et je vais me permettre de vous la poser. D'y répondre. De répondre. Je vais répondre à une question que vous ne m'avez pas posée. Ça, c'est fort. Voilà. Écoutez, on va innover dans cette émission. Nous sommes dans une émission. Voilà. Je fais cette pièce de théâtre que j'ai écrite. Tous les ans, j'écris une nouvelle pièce de théâtre. D'accord? C'est une discipline que j'ai faite depuis quelques années. Et donc, je m'astreins à écrire une nouvelle pièce. Chaque fois. Donc, l'année dernière, c'était le 17 octobre. Cette année, c'est l'indépendance de l'Algérie, etc. Je suis programmé dans plein d'endroits en France. Monsieur, vous pourriez me poser une question? L'Algérie et le Centre culturel français, est-ce qu'il a pensé à vous inviter? Le Centre culturel algérien, rue de la Croix-Nivert. Le Centre culturel algérien en France. En France. Oui. Eh bien, le Centre culturel algérien, rue de la Croix-Nivert, ne m'a pas invité. Et je leur ai envoyé. Je leur ai, pourtant, je fais des sollicitations. Donc, autrement dit, il faut balayer devant sa porte à un moment donné. Je suis invité chez des amis français, des Blancs, qui m'accueillent chaleureusement. Et je ne comprends pas que, entre guillemets, les miens, et je suis malheureux que les miens ne m'invitent pas. Oui.
le centre culturel algérien, rue de la Croix-Niver, ne m'invite pas. Et j'arrive au bout d'un processus, c'est-à-dire que la dernière représentation sera à Nanterre le 17 décembre et je ne suis toujours pas invité au centre culturel algérien. Et moi, je vais vous poser une question que vous ne m'avez pas posée. Savez-vous pourquoi ils ne vous ont pas invité au centre culturel algérien en France? C'est une question que je me pose. Eh bien, je vais vous répondre. Parce qu'en Algérie, le théâtre, le cinéma sont le dernier des soucis de ce régime. En 1962, lorsque la France a quitté le pays, il y avait 524 salles de cinéma aux normes de la métropole, avec des placeuses, des ouvreuses et des velours et des sièges en velours rouge. Aujourd'hui, il n'y en a pas 10 dans tout le pays et qui ne diffusent que des supports vidéo. Voilà. C'est bien dommage parce que dans cette pièce, on parle des travailleurs algériens. Dans cette pièce, on parle de l'indépendance, on parle de la joie dans le cœur. Et très vite, parce qu'il y a une question que j'aimerais vous poser, et ce sera un tour de micro très dynamique, très vite. Mais ce que disait sur ce que dit Mohamed sur le travail, effectivement, il faut regarder sur le potentiel. Le problème, c'est que on oublie souvent cette fraternité qui est effectivement la bienveillance des uns à l'égard des autres. Et ça, c'est une éducation. Et d'ailleurs, ceux qui aujourd'hui nous attaquent sur les plateaux ou nous discriminent, il faut quand même leur rappeler, c'est des gens qui se drapent dans les oripeaux de la République, mais ils n'en ont aucun principe. Tout à l'heure, au début, j'ai parlé de principes. Les principes de la République, c'est quoi? C'est la liberté. La liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire. La fraternité. J'y viens, la liberté, donc on connaît, elle n'est pas à géométrie variable. On ne peut pas dire un jour, pour certains, c'est la liberté d'expression, et pour d'autres, non. Et après, c'est de savoir où elle s'arrête. À partir du moment où, quand on décide que c'est une expression, et quand c'est un délit, on ne peut pas continuer comme ça. L'autre élément, c'est l'égalité. L'égalité, vous savez que c'est une garantie de l'État. C'est pas du supplément d'âme ou du bon sentiment. C'est pas de la charité. On n'est pas dans un régime chrétien. C'est un État qui garantit, c'est une garantie d'État. Et la fraternité, c'est la bienveillance des uns à l'égard des autres. Vous croyez que ceux qui insultent les gens en fonction de leur origine, de leur religion, à longueur de journée, sont des républicains, respectent les principes de la République, respectent la Constitution française? Et quand vous avez des gens qui vous disent qui est français, qui ne l'est pas, ils ont un label, quelqu'un leur a décerné le label de francité, qu'ils peuvent décerner, c'est un label? Non, c'est une Constitution, la République. Et cette Constitution nous garantit à nous de nous battre avec cette Constitution. Et c'est un élu de la République qui parle. Élu de la République, et d'ailleurs je le disais tout à l'heure, que monsieur disait les élus vivent, les gens pensent que les élus vivent de trucs, il y a aussi les élus locaux qui ne vivent pas, malheureusement, qui sont indemnisés, qui ne vivent pas, le statut n'existe pas, et qui eux se coltinent les gens au quotidien. Parce que, vous voyez, on peut tomber aussi dans les clichés, le politicien gentil en vie. Alors moi j'ai envie de poser une question, pour finir un peu sur une note d'espoir, mais il y aura certainement une deuxième partie. Un petit peu quand même sur ce qui a été dit là. Mais très vite, très vite. Liberté. Effectivement, de culte, il n'y a pas de problème. Égalité, surtout pas sociale, parce que la République ne garantit pas une promotion sociale, c'est pas le fondement de la République. Chacun a sa place, un ouvrier reste ouvrier et le bourgeois au-dessus. Et la fraternité, dans les armes uniquement. La fraternité est une notion qui est éminemment religieuse. Comme la République s'est départie du religieux, il ne reste plus de fraternité si ce n'est à la guerre. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, pour la question... Alors, sur une note... moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà, sur une note d'espoir... La note d'espoir, allez. C'est que on ne le dit pas suffisamment. Aujourd'hui, les descendants de ces immigrés qui étaient venus casser de la pierre, creuser des tunnels, construire des routes, travailler chez Berlier, chez Renault, aujourd'hui... Ils ont fait la France. Ils ont fait la France. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Ils ont fait leur guerre. Non, mais ils ont fait la France. Ils ont fait la France, oui. Je modérerai parce que l'extrême droite n'aime pas. Ils ont reconstruit la France. Qui était construite, ils l'ont reconstruite, effectivement. Aujourd'hui, les descendants sont des médecins par milliers. Vous les faites rentrer chez eux, il n'y a plus d'hôpitaux qui fonctionnent en France. Vous avez qu'à l'aujourd'hui, vous avez qu'à aller partout. Pas seulement. Vous disiez beaucoup de chômage. Vous avez oublié de dire qu'il y a beaucoup de réussite. Le problème, c'est que nous sommes une communauté qui, individuellement, a une grande capacité de réussite, que ce soit en France ou à l'étranger, aux États-Unis. Les éminents chercheurs, on en voit partout. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses. La question aujourd'hui, c'est quelle synergie. En fait, aujourd'hui, le problème qu'on a, et je finis juste un élément. C'est la question que je voulais poser. Jameline. Aujourd'hui, quand vous êtes comme vous engagez pour travailler pour les autres. Vous prenez des coups des vôtres. Dans le dos, vous prenez tous les coups. Les autres vous donnent des coups parce qu'ils vous voient arriver, ils voient que vous voulez casser l'armure et que vous voulez prendre l'espace. Donc vous prenez des coups devant, vous prenez des coups derrière. Donc à un moment donné, les gens qui ont réussi, ils se disent pourquoi je vais prendre des coups par les miens, je vais m'occuper de ma vie. C'est là où on tombe dans la division. Mais c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Justement, Nader, et c'est le dernier tour de micro, très vite, en moins de 2 minutes chacun, comment créer cette synergie, justement,
entre ces enfants d'anciens immigrés qui sont pour la plupart français. Comment faire pour susciter cette synergie pour aller dans le sens d'un avenir meilleur pour cette communauté? J'ai jamais cru au Père Noël. Moi, je pense que... C'est pas très musulman, ça. C'est même pas chrétien. Mais en fait, je continue de croire que c'est ce que la nécessité fait la loi. C'est-à-dire que les situations, quand elles se corsent pour les uns ou pour les autres, eh bien tout cela va créer justement des solidarités. Moi, je pense que il faut pas forcément, c'est pas ce que vous avez fait, hein, mais les réussites individuelles, bah ça, il faudrait peut-être commencer par cela. Toujours les valoriser et encore plus, pour montrer que c'est tout à fait possible et en faire des exemples et non pas jeter sur eux le soupçon de je ne sais quoi. Voilà, il y a des gens qui sont talentueux chez les hommes et chez les femmes, qui sont héritiers, j'aime beaucoup cette appellation, héritiers de l'histoire de l'immigration. Ceux-là, nous ne les mettons peut-être pas assez en valeur et ils existent dans le quotidien, pas forcément à l'écran, dans le quotidien. Ahmed, dans moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Moins de 2 minutes. Ouais. Transmission. La transmission de l'héritage. Mais pour transmettre l'héritage, justement, il faut être en capacité d'avoir de la joie dans le cœur. Et cette joie dans le cœur et de la transmission, et d'avoir un regard sur les autres. Albert Jacquard disait « Je suis beau dans le regard de l'autre ». D'ailleurs, il faut commencer par sa propre famille. Comment on traite nos enfants? Comment on dialogue avec nos enfants? Avec nos propres familles. Vous avez des familles qui se déchirent. Et donc... je pense qu'il y a un chantier énorme là-dessus. Et moi, je me souviens quand j'étais petit, dans les années 67-68, dans la ville de Hesse, comme je le cite ici, eh bien, dans la ville de Hesse, il y avait des méga fiestas, y compris dans les bidonvilles. Et ces fiestas, c'était l'occasion régulière de création de solidarité collective, de partage, et donc de resserrer les liens. Parce qu'il y a une déliaison des liens. D'accord? Et c'est le poison d'aujourd'hui de la société française, c'est quoi? C'est l'individualisme de déliaison. Le libéralisme sauvage a créé une déliaison des liens. C'est-à-dire que même le mec, même son père, il ne le reconnaît pas. Il chacun son toit. Il n'a plus le temps. T'as mal au genou? C'est pas mon problème. Tiens, tu peux m'accompagner à l'hôpital? Ah non. Non, j'ai pas d'essence, tu payes l'essence. Donc, il n'y en a pas dans les stations. Et donc on arrive à ces aberrations. Et donc il faut revenir aux fondamentaux de l'héritage de nos parents, qui était la joie, la fraternité, les mariages, les invitations. Le temps. Voilà. Le temps de vivre. Le temps de vivre. Ouais. Et donc il faut ressouder, recoller, retisser les liens de fraternité, d'amour et de paix. Note positive alors? Gamal. Je commence par négatif. Vraiment. Ouais, négatif, positif. Négatif, on est malheureusement que solidaire dans la misère et on n'est pas solidaire dans la réussite. Par contre, positif, c'est la seule communauté dans le monde maintenant, on élargit les voilures, la seule communauté dans le monde qui a produit un tel saut qualitatif social, je parle sous le contrôle de notre ami Nader, un saut qualitatif incroyable, de parents immigrés, illettrés, souvent fils de paysans, ils ont produit des enfants qui étaient avocats, médecins, chercheurs scientifiques ou indépendants, et ça n'a jamais été observé nulle part dans le monde. En cela, on peut rendre hommage à nos parents qui avaient une obsession de la réussite des enfants, et les enfants ont réussi, contrairement à ce qui est montré en règle générale par 2-3 délinquants, c'est pas ça la majorité. Aklim Ellouli, vous avez le mot de la fin. Le mot de la fin, de toute façon, je ne veux pas avoir le mot de la fin parce qu'il n'y a pas de fin. J'espère que c'est un début et qu'on commence. Mais je crois que les choses ont été dites. Quand on dit effectivement, il faut aujourd'hui, et Mohamed l'a dit, je crois qu'il faut arrêter de croire qu'on a réinventé à chaque fois le fil à couper le beurre. Il y a eu effectivement, on a un héritage, on doit, sans jeu de mots, et on a un héritage qu'on doit essayer de partager. Le problème, c'est dans la transmission. En fait, on n'a pas transmis les luttes, on n'a pas transmis, on a une part de responsabilité, mais il y a aussi, il faut qu'on travaille aussi sur la réceptivité. Il faut que les gens comprennent que de toute façon, le misérabilisme, ça fonctionne pas. La victimisation, ça fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est la lutte. Et quand les gens disent je ne suis pas acteur, ça m'intéresse pas,
eh bien, justement, ils sont acteurs, mais ils créditent ceux qui sont majoritaires. Et c'est comme ça qu'on fait des majorités. C'est quand on ne vote pas, on favorise la majorité, après on s'étonne qu'on n'en voulait pas. Mais si on veut pas de quelque chose, et si on veut pas des gens, eh bien, il faut aussi qu'on apprenne aussi une chose, et je finis là-dessus, sur ce mot positif, il faut qu'on apprenne à se faire confiance. Le problème, c'est que chez nous, la méfiance, c'est la truc, alors que normalement, la règle, c'est d'abord la confiance, et il y a deux choses qu'on rachète pas dans la vie. C'est la confiance et la dignité. À partir du moment où on nous a fait confiance, on peut pas la trahir aussi. C'est de l'autre côté, ça va dans les deux sens. Et la dignité, on peut pas la perdre parce que ce sont deux choses que vous pourrez jamais racheter. Une dernière phrase, juste pour finir. S'opposer, c'est proposer. Bravo. Exister, c'est résister. Voilà. Merci. Merci à vous tous, mes chers amis. Akli Mellouli, Nader Alami, Gamal Abina, Mohamed Kaki. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission qui sera certainement déclinée en une deuxième partie, peut-être avec d'autres invités. Merci beaucoup. Bqaw ala khair, bislama.